Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre et on se retrouve pour l'Advent of Cyber 2023 et aujourd'hui on va parler de SSRF. Donc qu'est-ce que le SSRF? C'est Server Side Request Forgery et c'est une attaque web qui va nous permettre de faire exécuter par le serveur des requêtes. Alors soit des requêtes vers des ressources internes, par exemple lire un fichier qui serait sur le serveur. Alors, quand je dis serveur, c'est pas forcément serveur web, c'est le serveur en général. C'est-à-dire que potentiellement, on va pouvoir aller voir le /etc/passwd sur le serveur sur lequel le serveur web est installé. Mais on peut également aller faire des requêtes potentiellement vers des ressources externes. Et dans ce cas-là, si jamais on peut sortir de la machine et faire des ressources vers une machine qu'on contrôle, on va potentiellement pouvoir charger dedans des fichiers qui sont vulnérables ou alors qui vont nous permettre d'attaquer le serveur en question. Par exemple, si jamais on peut faire des requêtes vers l'extérieur, vers un de nos PC qu'on contrôle, et que sur le serveur, je sais pas moi, il y a du code PHP qui est chargé par rapport à la page qu'on lui donne, si on lui donne un reverse shell que nous on a hosté sur notre machine, on fait la requête via une SSRF pour qu'il aille chercher le fichier PHP sur notre machine et qu'il l'exécute depuis le serveur, et dans ce cas-là, on va pouvoir réussir à avoir un reverse shell. Donc ça, c'était un exemple de reverse shell, enfin un exemple de SSRF pour exécuter, pour faire une RCE, mais on peut également l'utiliser avec des ressources internes pour aller lire des fichiers qui pourraient être sensibles. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va voir. Donc comprendre un petit peu ce que c'est qu'une SSRF, quels sont les types de SSRF, les prérequis pour exploiter ce type de vulnérabilité, comment ça fonctionne, comment exploiter la vulnérabilité, et ensuite quelques mesures pour se protéger. Donc là, c'est exactement ce que j'ai dit. En gros, c'est le serveur qui va faire des requêtes. On va faire des requêtes au nom du serveur. C'est-à-dire que c'est nous qui allons lui donner des requêtes à faire, mais c'est le serveur qui lui-même va les faire. Et puisque c'est lui qui va les faire, il peut potentiellement avoir des droits supplémentaires que nous, en tant que simple utilisateur, on n'aurait pas accès. On ne pourrait pas faire. Donc il y a différents types d'attaques. Alors, l'attaque SSRF, c'est à peu près la même que toutes les attaques web. Soit la classique, on craft une attaque spécifique, on fait la requête, ça va aller chercher soit la ressource interne, soit la ressource externe, et soit ça nous affiche le résultat, soit ça l'exécute. Utilisation classique, on peut avoir des messages d'erreur, des trucs comme ça. Le blind, c'est qu'on n'a aucun retour dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'attaque il y a eu du succès ou pas, et dans ce cas-là, va falloir faire un petit peu à l'aveugle, comme son l'indique, blind, aveugle. Donc on va exécuter des choses et on va voir en fonction par exemple du temps de réponse, comme les injections SQL, des fois il y a du blind. Et dans ce cas-là, soit on va essayer de faire une requête vers un de nos PC, et du coup on va voir si on reçoit la requête, dans ce cas-là c'est que c'est vulnérable et qu'on peut faire potentiellement quelque chose. Si on reçoit rien, mais que ça prend beaucoup de temps, alors que d'autres réponses, d'autres requêtes prennent beaucoup moins de temps à arriver, peut-être qu'on peut en déduire quelque chose. Donc voilà. Et il y a le semi-blind où là, ça dépend des choses. On peut récupérer des informations, mais pas forcément toutes. Voilà. Donc, quels sont les prérequis pour l'exploitation? Faut qu'on ait un endroit qu'on puisse modifier. Donc, par exemple, des URL ou des uploads de fichiers ou ce genre de choses. Et il faut qu'il y ait un manque de validation au niveau des entrées. C'est-à-dire que si jamais on autorise que les fichiers, donc via un file upload, une fonctionnalité de file upload, on autorise, il y a une fonction de file upload pour upload que des fichiers d'images. Si jamais derrière il n'y a pas les validations nécessaires pour limiter aux images, rien n'empêche quelqu'un d'upload un fichier PHP par exemple. Et dans ce cas-là, s'il n'y a aucune vérification qui est faite derrière, on peut l'exploiter si c'est mal fait. Comment ça fonctionne? Tout bêtement, un attaquant, il va faire une requête sur le serveur, il va exploiter la vulnérabilité, le serveur va soit ensuite faire la requête en local, en interne sur lui, récupérer la réponse, renvoyer, soit il va faire sur une autre machine, soit du réseau qui est accessible derrière le serveur, soit en externe, donc c'est-à-dire directement sur une machine qu'on contrôle. Et en gros, c'est exactement ce qu'ils nous redisent juste là. Comment ça fonctionne? On doit identifier une entrée vulnérable, on manipule l'entrée pour mettre les informations qu'on désire. On fait la requête à des ressources qui ne sont pas autorisées par défaut puisque c'est le serveur qui fait lui-même la requête et du coup c'est pas nous. Donc potentiellement le serveur peut avoir des droits supplémentaires. Et ensuite on regarde en fonction de la réponse qu'il nous donne s'il y a des choses qu'on peut exécuter.
ou regarder ou faire, trouver des informations, des credentials, ce genre de choses. Donc ici, on lance la machine, comme à chaque fois, et on doit ajouter dans notre fichier etc host comment ça s'appelle, normalement, l'URL suivante. Alors là, ils nous disent ajouter directement, sauf qu'en fait, si on y accède comme ça, il n'y a pas besoin d'y accéder, donc peut-être qu'après, il faudra modifier la chose, mais pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Donc là, ils donnent des exemples. Et en fait, ici, ils utilisent... Ouais, mais en fait, pourquoi ils nous disent de faire ça? Attendez, je comprends pas trop. On en aura besoin plus tard, mais oui, ils nous disent mettre ça dans le TC host. Mais en fait, après, même dans les exemples, ils utilisent l'IP et non plus le nom de domaine. Donc, bon, ok, ça sert à rien, mais bref. En soi, il l'explique si jamais vous voulez le rajouter. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a strictement aucun intérêt, mais bon, si vous voulez le faire, allez-y. Et ensuite, donc, on arrive dessus, donc, command and control, ok. On peut tenter d'y accéder à travers l'API, donc on va voir ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, ok, vous avez juste besoin de visiter l'endpoint, l'adresse IP machine machin, clientdata.php avec une URL derrière, ok. Par exemple, si mon client c'est 10.10.10, enfin si le client, l'adresse client, l'IP de l'adresse, l'IP du client, je vais réussir, c'est que des 10 et que l'adresse de IP de ma machine c'est 10.10.20, bah, alors pour récupérer le fichier message docx, je vais devoir faire cette requête là. Ok. Combien je faire de requêtes, combien puis-je faire de requêtes en une minute? Est-ce qu'il y a un protocole qui est whitelisté ou quoi que ce soit? Ils nous disent que il n'y a rien qui est whitelisté, du coup on peut tout utiliser. On peut utiliser des protocoles comme HTTP pour faire des requêtes web, file, pour faire des requêtes pour récupérer des fichiers. Ça peut être potentiellement intéressant pour lire des fichiers qui seraient sur le système, FTP, etc. Et là, quel est le nom du fichier qui contient des informations importantes? Enfin, les credentials, les login mot de passe. Et là, on nous dit config.php est le fichier qui contient les default credentials pour accéder au dashboard. Alors, ils sont gentils, hein, les attaquants, ils nous disent alors si vous voulez nous attaquer, allez directement sur ce fichier-là, c'est là où on a toutes nos données. C'est pas très réaliste, mais soit, c'est pas grave. Ok, donc là, on peut tenter par exemple un truc genre admin, mais invalide password, ok, on peut tenter d'accéder peut-être à config.php. Alors, on y a accès, mais comme c'est du PHP, il n'y a rien qui est affiché. Si on regarde le code source, comme c'est interprété côté serveur, on n'a rien dessus, mais en tout cas, on sait que le fichier existe, donc on va pouvoir tenter d'accéder à ça. Si on descend un peu plus, là, ils nous redisent machin bidule, ok. Donc, on va pouvoir tenter déjà de voir si ça fonctionne. Donc, on récupère ceci. Et ici, l'URL, on va pouvoir, par exemple, hop, là, mettre un serveur Python. Donc, python 3-m HTTP serveur, par exemple, sur le port 8000. Et si ici, je change l'URL et que je mets l'adresse IP de ma machine, alors, j'ai pas regardé à combien j'étais, je suis en 14.33.58. Si je fais 10.14.33.58 sur le port 8000 et que je tente d'accéder au fichier qui s'appelle test, là, on peut voir qu'il y a bien la requête qui a été faite. Donc, potentiellement, je peux accéder depuis le serveur. On voit bien que la requête qui a été faite, c'est depuis l'adresse IP du serveur. J'ai fait une requête, j'ai réussi à faire une requête directement sur ma machine. Donc on pourrait peut-être charger des ressources externes directement sur le serveur. On avait vu dans l'API qui nous disait, c'est que on pouvait également accéder à autre chose que HTTP, à d'autres protocoles. Et il y a un autre protocole qui s'appelle File, et comme son nom l'indique, ça nous permet d'accéder à certains fichiers. Donc URI, l'URI suivante, file : et ensuite on met le fichier pour lequel, enfin, le fichier qu'on veut lire, celui pour lequel on veut accéder. Donc là, je veux accéder par exemple au /etc/password, donc j'ai le file : je veux accéder au /etc/passwd, et on peut voir qu'effectivement j'arrive à le lire. Ok. Maintenant, on se dit, alors la page de login, si on retourne là-dessus, la page de login, donc c'est le /index.php, parce que quand il n'y a rien par défaut derrière, c'est la même chose que c'était index.php. On peut voir que ici on arrive sur la même page. Et du coup, bah, on va tenter de lire ce qu'il y a dans /var 3w html index.php. Alors pourquoi je vais dans var 3w html? Parce que c'est le répertoire par défaut
avec les comment ça s'appelle? Avec les serveurs web Apache sous du Linux pour accéder à un serveur web. Ici, on peut voir qu'effectivement, j'ai accès à quelque chose. Donc, je commence avec le fichier PHP, on start une session, ok. Là, on va inclure un fichier qui s'appelle config.php. On a vu juste avant, config.php, apparemment, c'est là où il y a tous les credentials, donc on pourra aller le voir après. On continue. Bon, en fait, il y a le code source, mais là, ici, il n'y a aucun credentials. Il va récupérer la méthode post, enfin, post pour le username, pour le password. On va regarder si le user et le mot de passe, ils sont égaux à ce qui est contenu dans le fichier config.php. Si c'est le cas, on se connecte et on accède au dashboard, sinon ça nous affiche un valide password. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le fameux config.php. Ici on peut voir qu'on a un username qui s'appelle MacGreedy et le mot de passe qui est la chose suivante. Donc, ok, on va pouvoir aller répondre à nos questions. Donc est-ce que l'attaque SSRF permet à l'attaquant d'uniquement charger des ressources externes? Bah non, on a vu que c'était aussi de l'interne. Voilà. Quelle est la version du C2? Ça, on ne sait pas encore parce qu'il faut se connecter. Quel est le username pour accéder au panel C2? Donc, on a vu que le username, c'était celui-ci. Donc, on va se connecter avec le username, se connecter avec le mot de passe. Donc là, grâce à la SSRF, on a modifié le champ pour, enfin, modifié l'URL pour finalement aller lire un fichier local sur le serveur qui contenait des credentials pour pouvoir se connecter par rapport à ça. On se connecte au serveur C2. Hop, on a réussi. Du coup, là, on a un flag qui s'appelle THM Exploited. Donc, le premier flag, on le récupère. Quelle est la version du C2? Si on regarde sur la page, on voit qu'en bas à droite, c'est version 1.1. Hop, donc 1.1. Alors, j'ai mis un point en trop, mais bon, ça l'accepte quand même. Et ensuite, quelle est la valeur du flag une fois qu'on a stoppé l'exfiltration depuis le PC de MaxKiddy? Donc, si on descend, on peut voir que MaxKiddy PC, on peut supprimer ceci. Oui, remove, et du coup, on nous donne le flag. Et on a terminé la room. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas très long, mais on a vu une attaque par SSRF, comment ça fonctionnait. Quelque chose de très basique. Et évidemment, en web, vous pouvez mixer ça avec d'autres attaques. Par exemple, une attaque SSRF qui fait appel à une autre machine dans le réseau qui n'est pas d'habitude accessible via l'extérieur, via Internet. Et sur cette machine, il y a un autre serveur web et vous refaites une exploitation par rapport à ça. Voilà, bref. On peut toujours mixer plusieurs attaques en web et c'est ça qui est intéressant. Du coup, on se retrouve demain pour des prochaines vidéos. Allez, bye bye.